Bon, la première des choses, c'est que si vous êtes à l'extérieur, le Cameroun ne connaît pas encore ce qu'on appelle la double nationalité. Tu peux avoir la nationalité suisse, n'importe quoi, mais tu restes camerounais. Le Parlement n'a pas encore voté une loi qui exclut un Camerounais parce qu'il a pris une nationalité étrangère. Que vous preniez une nationalité étrangère ou pas, vous restez camerounais. Dans le texte du Cameroun, déjà ça. Bon, parce que quand tu es un étranger, tu viens acheter le terrain au Cameroun, il faudrait que l'État dans lequel tu as pris la nationalité accorde les mêmes facilités qu'on doit t'accorder ici au Cameroun avant que tu aies le terrain. Ok. Tu as compris, non? Très bien. Bon, ça c'est l'article 10 de l'ordonnance de 10 juillet 1974 signée par le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo. Ok. Déjà ça. Bon, maintenant, si tu veux investir au Cameroun, étant à l'extérieur, rien ne t'empêche de venir acheter le terrain au Cameroun en tant que Camerounais. Tu mets ton nom avec ton identité camerounaise, tout ça là, et tu prends, tu suis exactement les règles de cette acquisition comme le texte le demande. En dehors de ça, il n'y a pas de problème. Bon, certains ont des difficultés parce que simplement, quand ils envoient de l'argent à leurs frères, leurs soeurs ou leurs membres de la famille pour acheter le terrain, les gens prennent ça pour leur propre compte. Ils rentrent, ils ne trouvent rien du tout. Et ça fait des soucis. Donc, quand on veut acheter un terrain au Cameroun étant à l'extérieur, si on a le temps qu'on vienne sur place voir ce qu'on achète, un, de deux, faire les papiers quelque temps et on repart. On laisse la chance à celui à qui tu peux donner une procuration ou un mandat pour te représenter en cas de nécessité. Bon, papa, bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. Meilleur vœu, papa. Meilleur vœu. Et merci d'être venu passer ce petit moment avec toute la famille, avec moi. C'était une grâce. Tout ce que nous avons fait, les funérailles, les anniversaires et tout, ça s'est très bien passé. Et on rend grâce au Seigneur pour cela. Tout à fait, papa. Oui. Ouais, papa, tu mentionnes anniversaire. Vraiment, c'était un plaisir de pouvoir fêter avec toi tes 77 ans. Ouais. Comment, papa, peut-être je vais commencer par là. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 77 ans? Ben, d'abord, on rend grâce à Dieu, parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à cet âge. Malgré les petits bobos, on continue à prendre des médicaments pour se maintenir toujours. Parce qu'on a énormément à faire avec vous qui êtes les enfants, les petits-enfants et ceux qui suivent. Et l'entourage. Et même mon métier de notaire, les gens me sollicitent toujours, de jour comme de nuit. Moi, je pense que c'est une grâce. Et si Dieu me dit de continuer à vivre, c'est parce que je n'ai pas terminé la mission pour laquelle il m'avait envoyé sur Terre. Et le jour où je terminerai, certainement, je partirai comme tout le monde. Mais on est content de vivre, de voir les enfants, les petits-enfants, et puis de pouvoir s'exprimer en public, parce qu'on pense que nous avons toujours quelque chose à donner. Et tout ça, c'est Dieu qui fait. Il y en a qui arrivent à nos âges qui sont hébétés. La mémoire ne répond même plus. Même les déplacements, ils ne font pas. Mais moi, c'est une grâce que j'ai. Et puis, la vie, je ne l'ai pas gobée comme beaucoup font dans la jeunesse, parce que tu exagères dans la jeunesse, dans la vieillesse, comme ça te rattrape. Tous ceux qui saoulent, tous ceux qui fument, tous ceux qui font la médisance et qui sont tout le temps en train de chercher des problèmes aux autres. Ça donne le stress, et le stress ne fait pas vivre longtemps. Le stress d'un être humain abrège la vie. Ah, ça c'est vrai, papa, ça c'est vrai. Parce que quand tu es stressé, même d'abord de un, tu n'as pas une santé normale. Oui, tu es stressé. c'est ça. Et puis, ça précipite beaucoup de choses qui peuvent t'arriver. Oui. Alors, quand tu n'es pas stressé, quand tu as la tête libre, là, tu as moins de problèmes de santé, en fait. Absolument. Absolument. Wow. Et moi, je suis très content de vous voir, de voir mes enfants, mes petits-enfants et tout ça là. Ils sont nombreux. Ben, les petits-enfants, je compte 15. C'est pas rien. C'est pas tout le monde qui voit ses petits-fils comme ça là. Ça, pour moi, c'est tout un bonheur inexprimable. Tout à fait. Et c'est pour ça que je rends grâce à Dieu tous les jours. Et je prie pour vous tous. Que Dieu essaie de vous fortifier, que vous vieillissiez aussi. Et de faire votre travail. Être des gens dans la société qu'on admire et qu'on cherche à converser avec vous parce que vous avez quelque chose à donner. Tout à fait, papa. On ne sait pas tout, certes,
Mais le peu qu'on a, si on le donne bien, on va aussi recevoir bien. Tout à fait, papa. Voilà. C'est des raisons pour lesquelles j'ai vraiment voulu avoir cette conversation avec toi, papa, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir un patriarche, un ancien comme toi, avec qui on peut converser pour apprendre. Tout à fait. Donc, tu es quelqu'un que moi j'apprécie énormément, que je respecte énormément et que je pense que on a beaucoup à apprendre quand on parle avec toi. Chaque fois que je suis avec toi, chaque fois que je converse avec toi, j'apprends quelque chose. C'est pour ça que j'ai voulu documenter une de nos conversations. Ce n'est pas la dernière conversation que je vais avoir avec toi, mais j'ai voulu documenter une de nos conversations pour que demain, même quand tu ne seras pas là, ça puisse servir d'éducation même à tes petits-enfants, à mes enfants, à tous ceux-là qui veulent savoir qui était papa, comme t'es Michel. Oui. C'est sympa, d'entrée de jeu, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que j'ai fait cette vidéo aussi pour mon podcast, donc je vais peut-être avoir la chance que beaucoup de gens puissent voir ça. Pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu veux prendre peut-être quelques minutes pour te présenter. Ben, je m'appelle Kamte Michel, fils de Néossi, feu Néossi, Happy Maurice et de Hande Julienne. Je suis né le 29 décembre 1949 à Bafang. J'ai fait mes études, comme tout le monde, à l'institution secondaire de Bafang. Ensuite, j'ai fait le lycée de Berthois. Ensuite, j'ai fait le lycée de Gisors en France, où j'ai eu le baccalauréat. J'ai fait l'université de Haute-Normandie et en même temps l'école des notaires de Rouen, de 29 rue du Champ des Oiseaux. Je suis revenu ici au Cameroun. J'ai prêté serment comme premier clerc en 1984 et le décret du président de la République me nommant notaire a été signé le 20 mars 1990. Et depuis, j'ai exercé dans la province de l'extrême nord à Marois pendant plus de 25 ans et on nous a mis à la retraite. Donc ça fait 10 ans que je suis à la retraite, mais malgré tout, les gens ne me lâchent pas, parce que je continue à faire profiter de mon expérience à l'étude de maître Jean Mana, qui est un des gars que j'ai formé, comme j'en ai formé beaucoup, des Congolais, des Tchadiens et même des Camerounais. Et tout ce que je forme, généralement, sortent des majors. Ce ne sont pas des cancres. Et ça me fait mon honneur. Et puis, ce que je demande à tous ceux qui me connaissent, ou tous ceux qui entendront parler de moi, que dans la vie, il faut être juste dans ce qu'on fait. Que ce soit dans ce travail, que ce soit en famille, entre amis. Et si tu vois qu'on t'entraîne dans les difficultés, il faut couper cette relation-là. Oui, et rester, parce que moins on te connaît sur toi, mieux tu te portes. Il ne faut pas être extensif, parler de ta vie à n'importe qui. Avoir des amis et tout ça, mais qu'ils soient en nombre très limité et des gens sérieux. Il y a ça. Et deuxièmement, la vie mondaine ne paye pas. La vie mondaine ne paye pas. Les gens passent tout le temps, au lieu de s'occuper de leur famille, à monter, descendre, aller dans les bars, les boîtes de nuit et tout ça là. Ils fument, ils boivent beaucoup de vin. Et ça, ce n'est pas de nature à prolonger la vie. Partout, sinon seulement il y a la ruine de la santé, il y a la ruine de l'économie familiale. Ça, il ne faut pas que les gens se me prennent. Et puis, bon, quand tu es comme ça, tu as une vie réglée, je pense que tu peux aller loin. Et surtout, il faut prier Dieu dans tout ce que tu entreprends comme acte. Parce que c'est lui qui est maître de tout. Et il est aux commandes de tout. Et quand on prie Dieu, on pense qu'il ne suit pas, il suit parce qu'il est dans nous. Et il ne te donne pas ce que tu souhaites comme tu veux, mais à son temps voulu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Tout à fait. C'est tout ce que je peux dire pour me présenter. J'ai servi et tout ça. Je connais beaucoup de monde hors du Cameroun, au Cameroun, et ainsi de suite. Et je garde des relations avec eux. Mes parents, qui sont les Français, qui m'ont payé l'école des notaires, ils sont là. Monsieur et Madame Evra. Monsieur Evra a plus de 80 ans. Madame, environ 75, 76 ans. Ils ont des petits-fils et des enfants qui sont même des médecins, qui me demandent tout le temps, ils m'appellent le grand frère africain. Parce que je leur ai montré par blanc, j'étais véritablement le fils de monsieur et madame Evra quand j'étais étudiant. Et je servais beaucoup. Alors ces enfants me réclament tout le temps. Mais il faut que je fasse un tour en France, un de ces 4 matins, pour passer ne serait que 2 semaines avec eux, avant que Dieu nous rappelle chacun à son niveau. Et c'est mon souhait. Parce qu'ils m'appellent tout le temps. Les enfants qui sont déjà des grandes personnes m'appellent le grand frère africain.
pour moi, c'est tout un honneur. Tout à fait, papa. Si mon passage avait été négatif là-bas, une fois que j'ai terminé mes études, rentré au Cameroun, ils ne parleraient plus de moi. Tout à fait. Voilà. Un peu pour la présentation. Tout à fait, papa. Sauf si il y a d'autres questions que tu me poses, je vais répondre. Mais pour l'instant, voilà qui je suis. Tout à fait, papa. Modestement, je ne suis pas un grand type, je ne suis pas un homme politique. Et je ne veux même pas faire de la politique. Ce n'est pas que je ne peux pas le faire, mais je ne peux pas le faire parce que mes parents nous avaient interdit de faire de la politique. Mon père avait dit, cherche ton gagne-pain, occupe-toi de ta famille. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ok, papa. Donc, quand tu es rentré des études en France, tu avais pour l'étude d'être notaire. Oui, Et quand tu es rentré ici, tu as prêté serment pour tes premiers clercs. Je voulais qu'on parle un peu de ton métier de notaire là, parce que c'est un métier que moi j'apprécie beaucoup et j'ai jamais compris pourquoi est-ce que vous êtes si peu au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'il y a peu de notaires au Cameroun? Pourquoi c'est une fonction qui est si, je ne sais pas s'il faut dire difficile à obtenir ou bien s'il faut dire compliqué. Pourquoi il y a peu de notaires au Cameroun, papa? il y a peu de notaires au Cameroun. Je vais te donner une réponse sur 2 points. La première des choses, c'est d'abord que le notaire doit avoir un caractère non seulement instruit dans le droit, mais il doit avoir une moralité exempte de toute discussion et de doute. Parce que le notaire est avant tout un collecteur d'impôts directs et indirects de l'État. Parce que nous, les 75, 76 notaires qui sont encore en fonction actuellement, on verse dans les caisses de l'État près de 50 milliards par an pour les enregistrements, les actes que nous recevons des clients. Donc, pour que l'État te donne l'autorisation de récupérer de l'argent pour verser dans son compte, il faut que tu sois de bonne moralité, que tu sois bien formé. Voilà une des raisons pour lesquelles nous sommes très peu. Parce que pour qu'on te signe ton décret, l'enquête de moralité que les pouvoirs publics initient sur toi peut prendre une durée de 4 ans. Ça a été mon cas. Wow. On a vu que j'avais la patte blanche un 13h un mercredi. Comme ça, là, mon décret est sorti à 13h. Décret 90-513 du 20 mars, c'est la nomination d'un notaire. Et je suis le seul au Cameroun qui avait été nommé seul comme ça. Tous les autres, c'est par vague de 10, 15, 20. Parce qu'on avait vu ma moralité, on a vu comment je travaillais, et en même temps, j'étais juste dans ce que je faisais. 4 ans pour seulement... 4 ans pour avoir le décret. L'enquête de moralité. Oui, l'enquête de moralité. Jusqu'à ce qu'un des enquêteurs m'a dit un jour, quand tu étais premier clerc à Yaoundé, on sait que le samedi, tu te lèves, tu vas faire ton sport, tu reviens, tu aides ta femme à laver les vêtements, à faire tout, et après, dans l'après-midi, s'il y a football, tu vas voir le match, et tu reviens, tu es chez toi. Le dimanche matin, tu pars à l'église, tu reviens, tu es chez toi, on te suit. Donc, il y a quelqu'un qui t'a suivi pendant toute cette période. Oui. À savoir que tu pars faire le sport le samedi matin. Oui. Tu reviens, tu aides ta femme à faire la vaisselle. Oui. Tu pars voir un match, il y en a. Oui. Le dimanche, tu es à l'église et après, tu es chez toi. Chez moi. Et le lundi, je pars au travail. Wow. C'était comme ça que je faisais. J'ai jamais changé de cette attitude-là. Je reste constant dans ce comportement-là. Alors, quand on a vu ça, mon décret est sorti. J'ai jamais donné 1 franc comme certains disent qu'on sous-doit. Jamais. J'ai jamais donné 1 franc pour avoir telle ou telle faveur parce que je connaissais ma capacité et ma valeur. Et même si on disait qu'il y a un fonds de tribalisme que les pouvoirs publics font pour nommer quelqu'un, moi, c'est pas mon problème. Moi, j'ai dit, je suis Camerounais, j'ai épousé une fille Betty, j'aurais pu épouser même une Européenne, même n'importe qui. Mais j'ai préféré, au dire de mon père, revenir au Cameroun, trouver une femme de mon pays. C'est ce que mon père m'avait conseillé. Il m'avait dit de ne pas ramener une Européenne. Il dit, parce que l'Européenne ne viendra parler jamais son patois. Et l'Européenne ne pourra pas préparer les mecs que lui l'adore. Et il m'a dit, viens au Cameroun. Si une fille est de n'importe quelle tribu, tu l'épouses. Parce que si une difficulté survient, même à une journée de marche à pied, on va atteindre ce village. Tout à fait. Ça sont les paroles de mon père. Et j'ai respecté cela. Tout à fait, papa. Voilà à peu près. Papa, bon, il y a donc cette phase-là. Oui. Pour le notariat, parce qu'on est collecteur d'impôts, on ne peut pas donner la charge de collecter de l'argent de l'État entre les mains de n'importe qui. Beaucoup sont en prison, justement. Pour terminer sur ce plan-là, beaucoup sont en prison parce qu'ils ont volé l'argent de l'État. Wow. Hein? Ils sont en prison. Et il y en a même qui ont fui le pays. Tu vois? Bon. La deuxième phase, c'est que la charge des notaires, ce n'est pas une charge comme celle des avocats. Parce que les avocats, ils peuvent s'installer partout.
ils ont seulement des impôts à payer à la fin d'année, mais ils ne collectent pas l'argent de l'État. Ils ne collectent pas. Donc, par conséquent, c'est un nombre limité. On choisit le notaire en fonction des difficultés de la zone dans laquelle il veut s'installer. Parce que l'État a besoin d'argent. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est votre travail et le fruit de votre travail qui vous enrichissent et enrichissent l'État. Bon, je ne sais pas, c'est un Français qui a dit ça, si c'est Danton ou je ne sais pas qui là. Bon, donc, tu vois, donc, le notaire est là pour enrichir l'État. Les gens disent que les notaires sont trop riches, mais ce n'est pas tous les notaires qui sont riches. Tu peux travailler 20 ans et puis un seul dossier te fait préparer ton avenir. Bon, comme tu peux travailler 20 ans et tu sors sans rien. Mais il faut être fin. Voilà à peu près les raisons pour lesquelles les notaires sont très peu en nombre. Tandis que, Ok, vas-y, papa. voilà, les avocats sont nombreux. Ils sont près de 6 000 et quelques. Les huissiers de justice, 700 et quelque chose. Mais les notaires, on n'atteint pas 100. Donc, c'est pour des raisons que je viens de te dire là. Parce que c'est des gens qui ne marchent dans aucun budget de l'État. Voilà. Ok, papa. S'il fallait que tu cites 2 ou 3 fonctions principales d'un notaire, quelles sont ces fonctions? La fonction principale de notaire, c'est les ventes immobilières. On ne peut pas acheter un immeuble sans passer par le notaire. Deuxièmement, les successions. On ne peut pas liquider une succession sans passer par le notaire. Parce que l'État perçoit de l'argent. Ça, c'est obligatoire. Vous ne citez que les deux là. Il y a aussi les divorces et tout ça là. C'est le notaire qui liquide les communautés des couples qui sont divorcés. Parce que l'État perçoit de l'argent. Et puis, j'aime pas les sociétés. Et puis, bon, les histoires comme le testament. Tu ne peux pas faire un testament sans passer par devant le notaire. Même si il y a 3 formes. Même si tu fais un testament mystique, tu vas déposer ça chez le notaire. Voilà. Donc, ça sont les principales fonctions du notaire, oui. Les transactions immobilières. Oui. Les successions. Les successions. Et puis, divorces, les sociétés et autres. Voilà. Ce sont là les différentes fonctions du notaire qui sont obligatoires. Voilà. Aujourd'hui, papa, nous sommes en 2026. Si quelqu'un veut être notaire, oui. Quelle est la formation à suivre pour être notaire aujourd'hui? Bon, il faut d'abord, sur le plan juridique, qu'il ait une licence. La licence seule, ça ne suffit plus. On a augmenté maintenant avec le nouveau texte. C'est le master en droit privé. Pas en droit public. En droit public, c'est pour devenir fonctionnaire, sous-préfet, préfet, tout ça. Mais tu présentes ton master en droit privé. En droit privé. Et tu déposes ton dossier chez un notaire déjà en fonction. Et c'est lui qui inscrit ton nom au niveau du greffe du tribunal de première instance, du lieu où tu vas effectuer ton stage. Une fois que tu as déposé comme ça, tu fais 3 ans de stage. Et c'est après 3 ans que si on lance le concours pour l'examen de premier clerc, tu peux présenter. Donc tu pars à l'université pour le bac, oui. Tu t'inscris en droit privé. Oui. Tu fais 5 ans pour ton master en droit privé. Oui. Après ça, tu déposes de stage dans un cabinet de notaire. Qui a la charge. Qui a la charge. Pour te prendre en stage pendant 3 ans. Oui. Pour que tu apprennes le travail. Oui. Et après ça, si on lance l'examen. De premier clerc, tu te présentes. Et on lance ces examens-là tous les années? Non, pas tous les ans. Ça dépend des besoins. Oui. Soit des notaires qui meurent, soit d'autres qui partent en retraite, et ainsi de suite. Et on laisse la place vide, il faut bien quelqu'un pour remplacer. Ok. Maintenant, dès qu'on lance l'examen de premier clerc, si tu passes, qu'est-ce qui se passe? Quand tu passes, tu restes encore 1 an chez le parrain qui t'a pris. Et à la fin de la dernière année, là, il te donne un certificat de fin de stage. Ce certificat te permettra de solliciter une charge quand on va lancer une charge vacante pour demander au président de la République de te nommer. C'est comme ça que ça se passe. Un certificat de fin de stage. Ce que j'avais fait pour Maître Mana, pour beaucoup de gens que j'ai formés. Les Ismaïlou Kapsouloum, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, oui. Effectivement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un n'a pas besoin d'aller peut-être en Europe pour revenir au Cameroun, par exemple. Pas du tout. En Europe, pas du tout. Tu peux finir toutes tes études au Cameroun et être notaire. Et tu deviens notaire. Bon, nous, l'avantage que nous avons, c'est que non seulement nous avons fait ce parcours, mais on a fait l'école des notaires. Ce qui il n'existe pas en Afrique des écoles des notaires. Pourquoi pas? Il y a une raison mais simplement parce que,
il n'y a pas des enseignants qualifiés pour la pratique du droit. C'est parce que le notariat, c'est la pratique du droit. Hein? J'ai eu des problèmes au tribunal où j'ai confondu les avocats parce que j'ai dit au cours d'un tribunal à un avocat que mais, je peux définir l'avocat que tu es, je peux définir l'huissier, je peux définir le notaire que je suis, mais toi, tu ne peux pas définir le notaire que je suis. Les gens ont crié, ah, j'ai dit c'est la vérité. Alors, donc, c'est la pratique du droit, c'est difficile. Oui. Ça veut dire qu'un futur notaire apprendrait mieux s'il a peut-être quelque part en Europe, puis aux États-Unis, faire une école de notariat avant de revenir au Cameroun, par exemple. Si tu fais l'école de notariat et que tu as ton diplôme là, tu viens, tu fais seulement un simple stage et puis tu demandes la charge. Oh, donc ça veut dire que le processus est différent par rapport à ce qui se fait au Cameroun. C'est différent, mais là-bas encore, c'est encore plus compliqué. Parce que pour devenir notaire, tu vas à l'école des notaires là-bas, tu finis, il faut que tu passes l'examen de premier clerc là-bas aussi, avant de venir s'installer au Cameroun pour demander une charge. Quand tu ne passes pas l'examen de premier clerc là-bas, qu'on donne le diplôme de premier clerc, tu ne peux pas devenir notaire au Cameroun. Donc, donc si tu commences là-bas, il faudrait que tu finisses. Tu finisses avec l'examen de premier clerc, oui, avant de venir au pays. Pour demander de faire un stage pour attendre la charge. Pour attendre la charge. Exact. Tu ne fais plus d'examens ici au Cameroun. Non, pas tu fais plus d'examens. C'est comme ça. Wow. Ça veut dire qu'en moyenne, pour être notaire, c'est 10 ans. Bon, en réalité, même en 4 ans, on peut le devenir. Sauf que le président de la République ne signe le décret que lorsque le besoin se fait sentir quelque part. Soit parce qu'il y a eu des retraités, notaires retraités, soit parce qu'il y a eu des cas de décès. Il faut nécessairement que les actes de celui qui est décédé ou qui n'est plus en fonction soient soutenus par un autre notaire. Et que ça continue. Parce que la charge appartient à l'État. Et le travail, c'est le notaire qui en fait ce qu'il veut. Tu comprends, non? Donc c'est pour ça. Mais les décrets sont difficiles à obtenir simplement parce que ce n'est pas tous les jours que les portes sont ouvertes pour qu'on ait une charge quelque part vacante. Voilà. Comme là maintenant, le nouveau texte renvoie le notaire à la retraite à 70 ans, alors qu'à notre époque, c'est 60 ans. Waouh! Oui, 70 ans maintenant. Il y a 10 ans de décalage. Oui. Et en plus, une fois que tu as atteint 70 ans, tu déposes, on prend cette charge-là, on donne attribuer à quelqu'un d'autre. Et aussi, une nouveauté du nouveau texte, c'est que tu peux présenter l'examen de premier clerc une fois. Tu échoues. Tu présentes une deuxième fois. Si tu échoues, tu ne fais plus le notariat. C'est terminé. C'est terminé. Tu ne reviens plus. Waouh! Alors qu'il y a des confrères qui ont fait l'examen à 4, 5, 6 fois. Avant de passer. Mais maintenant, on a limité. Tu as 2 tentatives. Oui. Après les tentatives, ça ne passe pas. Tu vas chercher autre chose. Tout à fait. Voilà. Ouais. Voilà le nouveau texte. Waouh. Papa, supposons que quelqu'un qui est en train de penser à faire le notariat, et en processus même d'être notaire, sur cette vidéo-ci, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui va être notaire au Cameroun? Ben, déjà... De ton expérience. Oui. Si un jeune Camerounais suit cette vidéo et étudie la possibilité d'être notaire dans le futur, ou bien quelqu'un qui est même en deuxième année de droit, troisième année, ou même en stage, quel conseil donnerais-tu à cette personne pour pouvoir être notaire et bien faire sa fonction de notaire? D'abord, il faut qu'il apprenne le droit et qu'il soit fort en droit privé. Droit privé, c'est... droit privé, il faut qu'il soit fort dans le droit civil, le droit des sociétés et beaucoup d'autres droits qui n'ont rien à voir avec l'administration. Par exemple, comme ceux qui vont à l'ENAM, qui font le droit public, ils enseignent les constitutions, les différentes formes de gouvernement et tout ça. C'est ce que j'ai quoi comme doctorat. Ben, donc maintenant, celui-là doit avoir le droit privé. C'est ça, et être bien formé en droit privé. Le droit des affaires. Être maître des droits des affaires. Quand tu as donc atteint ce niveau, que tu as été formé dans le droit des affaires comme il faut et en droit privé, tu peux, à la limite, passer un examen de premier clerc aussi facilement. Si tu as bien fait tes études. Si tu as bien fait tes études. De droit privé. Oui. Parce que il y en a,
en d'autres temps, qui avaient fait le droit privé, on l'a nommé notaire. Mais ils ont eu beaucoup de difficultés. Il faut être un privatiste. Oui. Ok. Et tu travailles beaucoup. Parce qu'un notaire doit lire beaucoup. Suivre les jugements des tribunaux, suivre ce qui se passe dans des familles, suivre ce qui se passe dans les sociétés et tout ça là. Par exemple, on peut demander à un notaire, voici une société qui a un capital de 10 milliards et qui est en déconfiture. Il y a cessation de paiement, il ne peut plus faire face à ses charges. On demande au notaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Le notaire doit simplement dire qu'il doit déposer le bilan. Et quand on dépose le bilan, il y a des formes. Soit pour chercher à rattraper cette société et la remettre sur pied, soit pour la dissoudre. Mais il y a des formes pour dissoudre cette société. Hein? Par exemple, pour dissoudre la société, il faut déjà qu'il fasse un bilan. Et si on fait le bilan, on voit que c'est négatif. La loi permet à certains créanciers d'apporter un nouveau souffle à cette société qui est en train d'être dissoute. Et cette loi, il y a un acte qu'on appelle le concordat, où on demande aux créanciers d'apporter un peu de secours pour que la société remonte la pente avant de commencer à payer leurs dettes. Mais quand cette facilité n'est pas possible, on dissout simplement la société. Et tout dépend des formes. Si sa responsabilité est limitée, tes avoirs et tu perds en fonction de ta charge que tu as mis dans la société. Ok. Et si c'est une société, comme on dit, de personnes, mais la responsabilité de tous les associés est infinie et solidaire. Ça veut dire que si les produits de la société qu'on vend pour payer les dettes ne suffisent pas, on peut même saisir ton véhicule, ta maison pour vendre toi, qui est dans une société de personnes, pour continuer à payer les dettes de la société. Ok. Voilà autant de choses. Ok. Wow, ça c'est très bon à savoir, pas? Ouais. Vraiment très bon à savoir. La société. Donc voilà à peu près comment les choses se passent. Et puis, autre chose que je voudrais dire, parlant du notariat. Le bon notaire, ce n'est pas celui qui écrit les choses, il met le sceau de l'État et il rend ça son acte public. Le bon notaire, c'est d'abord celui qui donne des conseils. Quelqu'un vient te voir avec un problème, prodigue-lui d'abord des conseils qu'il faut. Et c'est à lui de choisir, au vu des conseils que tu lui as prodigués, que telle voie, ça peut m'arranger. Il ne suffit pas d'écrire n'importe quoi et dire à quelqu'un, si ici, 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 non. Ce n'est pas ça le notariat. Ce serait trop facile. Vous voyez? Le conseil, premier devoir de notion, c'est le conseil. Et deuxième devoir, c'est de faire des actes qui sont dénués de toute faute. Et la déontologie nous demande de conseiller le client toujours vers le sens le moins onéreux. C'est-à-dire que si tu vois que quelqu'un va faire une opération, il va dépenser 1 million de francs de dépenses, et que tu peux avoir d'autres voies à lui proposer pour qu'il dépense moins entre 100, 200, 300 000 francs, tu lui proposes ça. C'est la déontologie. Parce qu'on dit, le notaire fait la paix dans le monde des affaires et dans le monde de la famille. C'est pour ça que le notaire, alors qu'un avocat, même un simple police, l'avocat peut demander 200 000 francs. Parce qu'on t'a donné une contravention pour défaut de, je sais pas quoi, de permis de conduire ou pour carte périmée, des choses comme ça là. Un avocat peut te demander 200 000 francs. Alors que des simples polices s'adaptent. Même si tu payes une contravention, ça ne dépense pas 30 ou 40 000 francs. Mais si tu demandes à un avocat de te défendre, il peut te demander 200 000 francs. Or, ce n'est pas le cas du notaire. Or, le notaire ne prend l'argent que ce que l'État lui a dit de prendre. Il ne doit pas faire la surfacturation. Parce que tu fais la surfacturation et que le client se plaint, on peut t'avertir une fois. Deuxième fois, on te suspend. Et troisième fois, on t'enlève le décret. Oui. Wow. C'est pour ça qu'on fait l'enquête de moralité sur la personne avant de lui donner la charge, que c'est quelqu'un de bien. Wow. Pas quelqu'un qui court après l'argent. Tu prends l'argent de l'État. Au lieu de verser dans la caisse de l'État, tu t'en vas t'acheter une voiture de 80 millions de francs. Mais ça, c'est la prison que tu cherches. Ou bien tu te construis un duplex et tout ça là. Ah, c'est pas le notariat, ça. Oui. C'est ça qui fait que la plupart des notaires, ils sont en prison ou ils fuient parce qu'ils ont pris l'argent qui ne leur appartient pas. Voilà. C'est une fonction qui est vraiment délicate. Hein? Oui. Et il y a, dans cette optique, deux contrôles. Il y a le contrôle fiscal. À la fin de chaque année, comme ça, là, le ministre des Finances envoie
des inspecteurs venir contrôler ton cabinet pour voir si tous les actes que tu as eu pendant toute l'année, tu as payé les droits dus à l'État, que tu n'as pas gardé par devers toi pour faire autre chose que les actes là sans enregistrer. 2, il y a le contrôle du parquet général. Le parquet général, c'est le ministère public qui est juge de la légalité. Le ministère public passe dans les études pour regarder comment vous faites vos actes. Comment est-ce que vous respectez la déontologie. Et en cas de difficulté, on peut te suspendre. Ok. Voilà. Donc, le ministère public, et nous sommes chargés de suivre le ministère public qui est notre patron. C'est lui qui exerce le contrôle dans nos cabinets. C'est lui qui, on a des problèmes, on peut aller se plaindre là-bas. Et quand tu te plains contre un notaire, un avocat, un huissier, c'est le procureur général à qui tu t'adresses. Tu t'adresses au procureur général. Et c'est lui qui convoque le patron, il dit qu'est-ce qui se passe. Donc c'est lui, le juge de la légalité. Okay. Et nous sommes, ce sont nos patrons. Ils rencontrent directement au ministre. Et en cas de difficulté, on te fait sauter. Waouh. Ça sont des informations que je ne savais pas. Mais on voit un métier seulement de surface. Mais quand tu pénètres à l'intérieur, tu te rends compte que ce n'est pas si facile que ça. Effectivement, pas. Après, je veux qu'on touche un point qui va, je pense, qui va beaucoup aider les gens dont je tague sur mes vidéos, en fait, dans mon audience. Oui. C'est-à-dire des gens de la diaspora. Oui. Qui est l'une des fonctions dont tu as mentionné tout à l'heure d'une toile, qui est les transactions immobilières. C'est-à-dire l'achat de terrain et autres. Là. Oui. C'est que beaucoup de gens de la diaspora aimeraient investir au Cameroun. Oui. C'est-à-dire faire les achats de terrain et l'achat des immeubles et tout et tout. Oui. En tant que notaire de ton expérience, quels conseils donnerais-tu à ceux-là qui sont à l'extérieur et qui veulent venir au Cameroun pour faire des transactions immobilières ou bien foncières? Bon, la première des choses, c'est que si vous êtes à l'extérieur, le Cameroun ne connaît pas encore ce qu'on appelle la double nationalité. Tu peux avoir la nationalité suisse, n'importe quoi, mais tu restes camerounais. Le Parlement n'a pas encore voté une loi qui exclut un Camerounais parce qu'il a pris une nationalité étrangère. Que vous preniez une nationalité étrangère ou pas, vous restez camerounais. Dans le texte du Cameroun, déjà ça. Bon. Parce que quand tu es un étranger, tu viens acheter le terrain au Cameroun, il faudrait que l'État dans lequel tu as pris la nationalité accorde les mêmes facilités qu'on doit t'accorder ici au Cameroun avant que tu aies le terrain. Okay. Tu as compris, non? Très bien. Bon, ça c'est l'article 10 de l'ordonnance de 10 juillet 1974 signée par le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo. Okay. Déjà ça. Bon, maintenant, si tu veux investir au Cameroun, étant à l'extérieur, rien ne t'empêche de venir acheter le terrain au Cameroun en tant que Camerounais. Tu mets ton nom avec ton identité camerounaise, tout ça là, et tu prends, tu suis exactement les règles de cette acquisition comme le texte le demande. En dehors de ça, il n'y a pas de problème. Bon, certains ont des difficultés parce que simplement, quand ils envoient de l'argent à leurs frères, leurs soeurs ou leurs membres de la famille pour acheter le terrain, les gens prennent ça pour leur propre compte. Ils rentrent, ils ne trouvent rien du tout. Et ça fait des soucis. Donc, quand on veut acheter un terrain au Cameroun étant à l'extérieur, si on a le temps qu'on vienne sur place voir ce qu'on achète, un, de deux, faire les papiers quelque temps et on repart. On laisse la chance à celui à qui tu peux donner une procuration ou un mandat pour te représenter en cas de nécessité. Okay. Donc sinon, c'est pas compliqué. Ok. Mais maintenant, tu as dit que ça c'est bon à savoir pour que ça laisse. Maintenant, pour qu'une transaction foncière ou immobilière se passe bien, qu'est-ce qu'il faut? Parce que tu as, je pense que, comme tu connais, il y a trop de litiges Oui. Dans les tribunaux pour les points de terrain. Bon, déjà... Si tu peux essayer de conseiller ou d'éduquer les gens sur des transactions. Si je peux essayer prendre quelques minutes pour éduquer et conseiller par rapport aux transactions foncières immobilières là. La première des choses, c'est que il ne faut jamais verser l'argent de terrain au quartier. Il faut que ce soit par devant notaire. Première des choses. Parce qu'au quartier, le notaire, avant de demander qu'il y ait transaction d'argent, doit vérifier que ce terrain n'a pas de difficulté. D'autres peuvent vendre un terrain alors que le titre foncier de ce terrain est hypothéqué quelque part. Or, la loi dit que une fois qu'un titre foncier est hypothéqué, on ne peut faire aucune transaction dedans parce qu'en droit, on appelle un démembrement du droit de propriété. Et la propriété, c'est quoi? C'est le droit de jouir, de disposer de la chose la plus absolue sans en faire
un mauvais usage contre les lois et les règlements. Voilà ce qu'on appelle la notion de propriété. Mais si donc le titre foncier est hypothéqué, il y a un démembrement du droit de propriété. Par conséquent, tant qu'on n'a pas encore enlevé l'hypothèque dans ce titre foncier, tu ne peux pas donc acquérir un lot de terrain là-bas, même si c'est un morcellement, même si c'est la mutation. Première des choses. On ne verse pas l'argent au quartier. Parce que quand on verse l'argent devant le notaire, ça signifie que le notaire prend des garanties pour savoir que ce que tu achètes est juste et qu'il n'y a pas de difficulté. Deuxième difficulté, des gens sont là, ici surtout au Cameroun et à Yaoundé en particulier, qui sont des gens d'une collectivité. Ils peuvent être 10 ou 15 même. Ils ont un terrain. Mais quand tu vas acheter ce terrain, il faut que tu ailles par devant le notaire avec tout ce monde-là pour qu'il signe l'acte notarié. Et très souvent, quand ils sont nombreux comme ça, certains sont morts, on a même fait leur jugement d'hérité. Rien que ça bloque. C'est pour ça qu'il ne faut pas verser l'argent au quartier. Ils sont morts, donc on ne peut plus les retrouver. Il faut faire un jugement d'hérité pour que leurs représentants, leurs enfants et petits-enfants viennent par représentation de celui qui est décédé et qu'il soit introduit dans le titre foncier par ce qu'on appelle la déclaration de succession. Hein? On déclare sa succession et on met le nom de son fils dans le lieu et semblable place que son père occupait avant qu'on signe l'acte chez le notaire. Okay. Bon, ceux qui ne font pas ça et qui vont verser l'argent au quartier parce qu'il y a vu le terrain, on a dit que c'est très bien, bien placé et tout ça, des choses comme ça là, les gens prennent l'argent, ils s'en vont boire leur vin avec ça, ou ils font toute autre chose, l'argent finit, et tu finis par entrer en difficulté parce que tu n'auras jamais ton titre, et l'argent que tu leur as donné, au lieu qu'il facilite la tâche pour que celui qui est prédécédé là ait son jugement d'hérédité et la mutation par décès, ils ne l'ont pas fait, tu deviens maintenant dans des difficultés où tu as ni le terrain, ni ton argent. C'est pour ça qu'il ne faut jamais acheter un terrain au quartier. Tu vois un terrain, ça te plaît, tu dis allons chez mon notaire. Le notaire va vérifier que ce terrain est dénué de toute difficulté avant de donner l'ordre que tu perçois l'argent. Okay. Et le notaire, quand il perçoit cet argent d'ailleurs, il y a une partie que le vendeur de terrain doit payer dans le compte de l'État. Par exemple, la plus-value immobilière. L'État estime que tu as un terrain, tu as vendu et tu as pris un bénéfice dessus, donc il faut qu'il partage le bénéfice avec toi. C'est ça. Oh, si tu veux l'argent au quartier, le jour qu'on demande aux gens, monsieur, vous avez une plus-value dans l'acte que vous avez posé l'autre jour vis-à-vis de tel en vendant votre terrain, il va dire, j'ai plus d'argent. J'avais vendu parce que j'avais mes problèmes, j'ai plus de sous. Et maintenant, toi, le nouvel acquéreur, tu vas encore te saigner pour de l'argent que c'est plutôt le vendeur qui devait payer. Il y a la taxe sur la propriété foncière. C'est un impôt obligatoire de tous les ans. Tout ça, c'est le vendeur qui doit payer la taxe. Alors, si tu as donné l'argent au quartier pour les mêmes raisons, tu vas te retrouver le bec dans l'eau. Puisque tu vas dépenser à la place de celui qui devait dépenser avant que tu aies tes papiers. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on interdit aux gens d'aller faire des achats de terrain au quartier. Il faut aller devant un notaire. Quand tu vas devant un notaire, l'argent que tu verses, le notaire demandera à ce dernier de sortir lorsqu'il aura signé tous les papiers. Et lorsqu'il aura pris les droits dus à l'État. C'est pour ça, dans la définition, tantôt, il dit que le notaire est d'abord un collecteur d'impôts. Tout à fait. Alors, on ne va pas donner la charge à quelqu'un de collecter les impôts, alors que c'est quelqu'un qui a un mauvais comportement. Voilà autant de raisons. Okay. Quelle est la première précaution à prendre quand tu veux payer un terrain? La première précaution à prendre, c'est que tu vois le terrain, ça te plaît, tu amènes l'intéressé chez le notaire. Point. Et c'est le notaire qui va poser des questions. Okay. Il va vérifier le titre foncier, voir s'il n'y a pas quelque chose dedans qui n'est pas bien, ou une hypothèque, ou je ne sais pas quoi, ou une prénotation judiciaire, tout dépend de ce qu'il va trouver dedans. Et quand il vérifie, il va même au niveau du cadastre voir qu'il n'y a pas de problème. Okay. Ça, c'est les investigations que le notaire doit faire avant de dire à son client, tu peux t'engager. Okay. Le notaire d'abord et rien d'autre. On ne traite pas au quartier. Peut-il avoir transaction foncière ou immobilière sans... dans un terrain qui n'a pas encore le titre foncier? Non. Non, parce que l'État est souverain sur le territoire et les habitants de son territoire. Et deuxièmement, tout terrain qui n'a pas de titre de propriété appartient au domaine de l'État. Okay. Donc, tu ne peux pas vendre un bien dont tu n'as pas la propriété. Et pour avoir la propriété, il faut avoir le titre foncier. À défaut du titre foncier, tu n'es pas propriétaire. Comment tu vas vendre un bien dont tu n'es pas propriétaire? C'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'engager sur un terrain qui n'a pas de titre. Wow. Voilà. Et quelle est la raison principale pour laquelle il y a trop de problèmes
il y a trop de litiges, le problème des litiges fonciers. Les litiges fonciers proviennent du fait que, comme j'ai déjà dit tantôt, soit les gens sont morts, ils ont vendu le terrain, et ils n'arrivent pas à satisfaire celui qui a donné son argent. Soit le gars t'a vendu le terrain, tu n'as pas occupé ça vite, il vient encore faire une double vente chez quelqu'un d'autre, à ton insu. Soit, peut-être, ils étaient en collectivité. Quelqu'un n'est pas sorti de l'indivision, on a vendu ça, il n'a pas eu son argent, sa part d'argent. Mais il attaque l'acte. Wow. Voilà, tout ça là. Il y en a une multitude de problèmes comme ça qui sied au niveau de la transaction immobilière. Hein? Okay. Et quand c'est comme ça, et comme nos frères ici, les bêtis, ils sont comme ils sont, ils prennent l'argent, ils bousillent, ils ne suivent pas le dossier, et puis finalement tu te retrouves au tribunal avec eux parce que tu es obligé d'aller te plaindre. Effectivement. Pour que ce soit. Et puis quand tu demandes que bon d'accord, comme ça n'a pas été, qu'on me restitue mon argent, tu ne trouveras pas un franc dans les poches de quelqu'un. Ils ont tout bouffé. Ils ont tout bouffé. Wow. Et pendant la transaction, papa, pour l'achat de terrain, Oui. quelles sont les précautions à prendre? Donc, quand le terrain ne souffre de rien et que tout n'est pas devant le notaire, après ça, quelles sont les dispositions à prendre pour qu'il n'y ait pas de point de contrat? Dès que tu as ton titre foncier, tu commences directement à faire une barrière ou à construire si tu as les moyens. C'est d'abord la première précaution. Simplement parce que les gens sont devenus des truands. Il vend un bien, il passe là, il devient jaloux, et puis il va trouver quelqu'un, il dit que donc j'ai mon terrain là qui est bien placé, viens prendre. Il reprend l'argent. Et demain, tu viens trouver qu'on a versé un tas de sable sur ton terrain. Tu dis, mais ça, c'est quoi ça encore? Voilà où la bagarre commence. Donc, parce que tu ne peux pas, sans que ton titre foncier sorte, commencer à construire. Puisqu'il faut un permis de bâtir que le maire te signe. Donc, une fois que tu as ton titre, tu présentes, tu fais ton truc, le maire te donne donc le permis de bâtir. Là, tu es tranquille. C'est ça les précautions qu'il faut prendre. Tu sécurises le bien. Tu sécurises d'abord le bien. Oui, tu peux mettre une barrière ou n'importe quoi, ou même mettre quelqu'un dessus pour que beaucoup font. Ils dorment là, et puis bon, comme des gardiens, quoi. Comme les gardiens. Oui, il y en a beaucoup comme ça. Oui, je vois beaucoup de gens maintenant, quand ils finissent de payer le terrain, ils font une barrière. Une barrière, même en planche. Il y a les Wadjo, les anglophones, tout ça qui sont un peu partout à cause de la guerre du Nozo, là. Ils vont s'installer là-bas, ils te gardent le terrain. Ils te gardent le terrain, ils suivent ça et tout. Oui. Wow. Voilà un peu la situation. Wow. Ça, c'est vraiment intéressant, pas? C'est vraiment intéressant. Il faut savoir, quand tu ne sais pas ça, tu ne peux pas. On dit communément dans notre adage populaire que on ne mesure pas la profondeur de l'eau avec 2 pieds. Tu envoies d'abord un pied, après tu envoies l'autre. Parce que si tu envoies les 2 pieds, ça va t'engloutir. C'est pour ça qu'il ne faut jamais acheter un terrain au quartier. Allez toujours chez le notaire. C'est ça. Et dès que tu as ton titre foncier, tu sécurises ça, tu fais une petite barrière là, terminé. Si quelqu'un vient là entrer, passe pour ceci, pour X, Y raison, bon, on considère qu'il t'a porté un préjudice et on peut lui demander dommage et intérêt. Wow. Est-ce que les notaires peuvent gérer les locations immobilières autres là? Le notaire fait tout. Tu peux construire ta maison, tu dis à un notaire, bon, je ne suis pas souvent là, perçois le loyer et puis tu me verses dans tel compte. Ok, ah bon, hein? Oui, beaucoup font ça. Mais ça fait partie de notre travail. D'abord, le contrat de location, qui le rédige? C'est le notaire. Ok. Oui, ça fait partie de notre travail. Les baux et tout ça là. Surtout des baux commerciaux. Hein? Le notaire prend ça et met dans ton compte. Moyennant, effectivement, un royalties, je ne sais pas quoi, qui convient avec le client. Voilà, j'ai gardé le titre foncier de M. Dacolé. 17 titres fonciers. Pendant plus de 18 ans déjà, bientôt. Mais le jour où je vais monter à Marouage, j'appelle sa famille, je dis, voilà vos titres que votre papa m'a donnés. Je demande 5 millions de francs. Sinon, je repars avec ça et je dépose au tribunal. Et le jour où vous déposez mon argent, je vais vous venir chercher. Parce qu'on imagine, à contrario, que j'ai gardé le titre foncier pendant 17 ans et un seul titre a disparu ou détruit. Mais ils vont s'en prendre à moi. Ils vont me demander de payer. Je n'ai pas travaillé pour rien. C'est ça.
Pas une question de responsabilité derrière ça. C'est vrai. Vous voyez? Donc c'est ça. On peut confier tout au notaire. Oh, ok. Oui. Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu peux faire un investissement immobilier, ça peut être des appartements, ça peut être des boutiques, en fait, tu as un caractère commercial. Oui. Et puis tu confies la gestion à un notaire. Oui, tu confies chez un notaire. Bon, il y en a qui vont maintenant chez les agents immobiliers qui sont installés là comme ça, alors même qui ne remplissent pas les conditions. Et le gars se sucre bien. Hein? Alors que chez le notaire, tu perçois tant par mois, le cabinet gagne tant, et toi, tant, on met ça dans ton compte. Et tu vérifies à chaque fois. Ok. C'est comme ça. Ok. Ah, papa, maman, ouais, c'était des informations que j'aimerais vraiment échanger avec toi. Mais les gens sont là, ils font du n'importe quoi. Ils n'aiment pas aller au fond des choses pour connaître la réalité. Ils sont seulement pressés. Pas comme ça. Ouais, papa. Merci beaucoup, papa. Si tu avais des conseils à donner, papa, de manière générale, à tous ceux-là qui veulent faire dans le notariat, à tous ceux-là qui veulent faire une transaction immobilière, pour qu'on puisse clôturer notre conversation, quoi. Qu'est-ce que cela serait? Bon. Ou bien même dans la vie en général. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas tous les jours qu'on discute avec quelqu'un de ton âge. Donc, on a toujours beaucoup à apprendre et à bénéficier quand on a un échange avec toi, quoi. Bon. En tout cas, le notaire est un petit peu comme un médecin. Quand tu es malade, tu vas voir ton médecin. Il te dit, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Au fur et à mesure, il te suit. Le notaire, c'est pareil. Quand tu as un problème, que ce soit foncier ou bien le notariat tout court, comme on dit là, tu viens chez le notaire. Hein, il y a 11 stagiaires là chez nous. Et sur les 11 stagiaires, il y a 2 premiers clercs déjà, qui attendent de prêter serment avant de solliciter la charge. Okay. Il y a Mathilda et il y a l'autre fille, voilà, Léa, qui servait l'autre jour là. Son premier clerc. Mais il y a eu des problèmes dans leur examen là. On ne leur permet pas d'abord de prêter serment. Mais ils vont finir par prêter serment avec la nouvelle année là. Ok, mais ils ont quand même passé l'examen de premier clerc. Oui. Donc, ils n'ont plus qu'une année, une fois qu'ils prêtent serment. Et c'est une année avec nous, mais ils sont aussi leur charge. Après le jour où l'État veut, on les balance. Et il y a des charges vacantes. Nous, on nous a mis à la retraite, on était environ 25. C'est là, personne n'a occupé. Donc depuis la personne de 25 ans, il y a eu la charge. Qui? Waouh. Donc personne de 25. Personne. Donc vos charges sont encore toujours vacantes. C'est encore la vacante. C'est pour ça qu'il y a que le liquidateur. Et il y a même le gars qui liquide là. Il lui a dit l'autre jour, j'ai fait mon anniversaire. Il m'a dit, je vais t'envoyer que je ne sais pas s'il a fait. Maître l'autre là. Il est notaire à Kaélé. Et on lui a donné l'achat de liquidation de mon cabinet. De temps en temps, il m'envoie 50 000, 100 000, comme ça, pour m'aider. Parce que c'est des gars que nous avons formés. Ouais, ils sont très contents. Un peu. Et ils disent comme toi, maître, on a besoin de toi, on a encore besoin de toi. Tout ça là-bas. J'ai dit, je donne le peu que j'ai appris. Je ne sais pas tout. Je vous complète seulement ce que j'ai fait en tant qu'ancien notaire. Avec le peu d'expérience que j'ai glané, je vous fais profiter ça aussi. Effectivement pas. Ils sont très bien avec moi. Quand j'entre dans l'Assemblée générale des notaires du Cameroun, les gens se lèvent pour m'accueillir comme un président. Parce que je suis un des anciens qui n'a pas fui le corps et je suis le premier, après avoir pris ma retraite, d'aller encore aider quelqu'un que j'ai formé dans son cabinet pour qu'il ait un grand cabinet. Et nous avons un grand cabinet. Il y a des dossiers de milliards que nous traitons. Le fait de sortir tout le matin comme ça, là, moi, ça me regaillardit. Tout à fait. Ça me réveille l'esprit. Pour ne pas scléroser à la mémoire. Tout à fait. C'est un remède qui n'a pas de prix. C'est un remède qui n'a pas de prix, voilà. C'est ça. C'est un remède qui n'a pas de prix. Donc, tu vois. Là, tu vas t'asseoir là-bas, voilà. tu rencontres des gens, tu aides ton fils à pouvoir construire son cabinet, oui. Tu formes d'autres stagiaires, tu produis des conseils. C'est ça. C'est un remède qui n'a pas de prix. Oh. Qui n'a pas de prix. Et c'est de bonnes personnes que je fais comme ça. Un jour, chacun de ces enfants-là ne pourrait pas voir un des miens en route et dire que. On dit c'est Kamté. Ah non. C'est Kamté, venez. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? C'est ça. On ne vit pas seulement pour soi. On prépare la route aussi pour ceux qui vont rester. Tout à fait. Voilà un peu pourquoi, quand j'analyse, comme je dis, moi je dois aller là-bas. Tant que j'ai la force de me lever le matin, ça, m'habiller, manger un petit bout et sortir, je dis Deo gracias. Tout à fait, papa. Papa, vous les anciens, ceux qui sont en retraite là, n'avez-vous pas pensé à créer une école de notaire au Cameroun? À l'époque, j'avais écrit étant en Marois. Au garde des Sceaux, ils n'ont pas jamais répondu.
Bon, maintenant, là, ils disent toujours qu'ils vont le faire. Comme le Cameroun, c'est toujours des prévisions. On ne fait jamais rien. C'est un peu ça. Bon, peut-être le besoin ne se fait pas sentir, peut-être que ce n'est pas nécessaire, mais je pense quand même que comment... Maintenant, là... Je dis ça dans la réflexion de comment pouvoir exploiter, vous, là, les anciens, de votre expérience. Bah oui, déjà même beaucoup disent que je dois aller donner cours à l'ENAM. Mais j'attends qu'on m'appelle. Si on m'appelle, je m'en vais donner cours au préfet, au sous-préfet, pour leur dire que les difficultés que vous avez dans des villages, parce que avec la complicité des chefs, vous vendez des terrains qui ne vous appartiennent pas là, et il faut que je leur dise leur droit. C'est ça. Bah, j'ai dit, moi, je ne veux pas aller demander un truc, comme on m'a dit, oh, les Bamileke, machin, tout ça. Donc, si on m'appelle, je viens. Ou on t'appelle parce que tu as une compétence avérée, ou on ne t'appelle pas. Bah, tu vas demander, on va croire que tu es en train d'aller mendier. Zéro. Le sens de l'honneur, Emmanuel. Il ne faut jamais que quelqu'un bafoue ton honneur. Tout à fait. Quelqu'un qui n'a plus d'honneur n'a plus de place dans la société. Il ne faut jamais accepter qu'on titille ton honneur. L'honneur de quelqu'un est plus important que tout. Et c'est pour ça que j'attends. Si un jour il m'appelle me disant, comme Maître Kamté, nous vous demandons de venir nous consulter parce qu'on a envie de créer une unité du droit notarial à l'ENAM pour former les administrateurs civils. Moi, je vais leur donner mon CV et je dis voilà ce que je vaux. Et vous me demandez, je vais vous leur donner quelques cours comme ça. Ça permet que quand ils sont nommés sous-préfet ou préfet dans un département ou dans un arrondissement, ben, qu'ils sachent vivre avec les partenaires indigènes qui sont là et qui ont leurs droits depuis des générations. Tout à fait. Comprenez? Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Bon, ils ne m'appellent pas, ça c'est leur problème. Les affaires du Cameroun, c'est comme ça. Tout à fait. Ouais. Wow. Et puis, il ne faut pas être mendiant dans la vie. Hein? Dans la vie, quand tu connais ta capacité et ta valeur, tu te calmes dans ton coin. Moi, je dis toujours aux gens, un porc ne dit jamais, j'ai de la graisse sur moi, venez me voir. Il passe son ça c'est le porc, il a beaucoup de graisse sur lui. C'est sa nature. Bah, si tu es quelqu'un de valable, tu as besoin d'aller crier sur le toit, je suis non, rien du tout. Moi, je reste. Les gens m'appellent comme le président de l'Assemblée, ils m'appellent Kamté, il dit, ouais, cela. Tu es où? Je suis là. Alors, je ne veux pas venir vous déranger parce que je n'ai pas un problème en tant que tel. Il y en a beaucoup comme ça. Hein? Là, à la Cour suprême, là, la plupart, il y a au moins 6 magistrats là-bas que j'ai travaillé avec eux. Mais quand ils me voient comme ça, ils s'arrêtent pour venir m'embrasser, me saluer. Maître, comment ça va? Je dis, ça va, monsieur le président. Voilà. Tu es où? Je suis à Yaoundé. Je suis le traité. Oui, bon, je fais ci, je fais ça. C'est ça. Tu comprends? Il y a d'autres qui sont présents ici, il s'appelle Timba. Il a commencé comme si je suis procureur à Marois. C'est-à-dire, je passe dans le couloir comme ça, alors qu'il y a l'audience. Il me dit, Maître Kamté, c'est chaud sur moi. Je fais comme ça, j'ai un peu d'argent. Je dis, voilà, 20 000, 30 000. Il est content. Il a déjà dit à l'étude, quand il fait la descente, que Maître Kamté, c'est mon parrain. Respectez-le. Vous avez un monument devant vous, vous voulez apprendre le notariat, ce monsieur va vous former comme il faut. Et si vous faites mal la tête en l'air parce que vous voulez vite avoir la charge pour dire que vous êtes... Alors là, vous aurez des problèmes. Timbala dit comme ça, un doigt là. Tu comprends? Tout à fait, Bon, donc, c'est un peu ça mon style. Bon, ceux qui savent que je suis quelque chose, ils n'ont qu'à venir vers moi. Ma porte est ouverte. Tout à fait. Donc voilà à peu près comment je me comporte. Et j'aimerais que vous, tous qui êtes mes enfants là, que vous suivez ma manière d'être. Quand vous suivez ma manière d'être, vous copiez ça pour ajouter à ce que Dieu vous a donné. Il y a des chances que vous viviez longtemps et en même temps une vie saine. Tout à fait. Oui, ça c'est important. C'est important. Ne cours après rien. Parce que quand tu fais des efforts mérités, Dieu te donne ce qu'il peut te donner en fonction de tes efforts-là. On ne dit pas de paresser ou bien d'attendre que la manne tombe du ciel, non. Il faut se battre. Il faut se battre. Mais dans le bon sens. Dans le bon sens, papa. Dans le bon sens. Voilà. Wow. D'accord, papa, vraiment, merci beaucoup. Je voudrais te dire merci d'avoir accepté qu'on puisse avoir cette petite conversation. On en aura encore plein d'autres. Il n'y a pas de problème. Mais je suis là. C'était juste un truc d'entrée de jeu pour ce petit projet dont je travaille dessus depuis quelques mois. Oui. La prochaine fois que tout le monde va se voir, on va parler de beaucoup d'autres choses, que ce soit de la tradition, avec ton titre que tu es au village, et beaucoup d'autres choses. Si. Oh, le peu que je sais, je te dirai toujours. Tout à fait, papa. Moi, je n'ai pas toujours vécu au village, mais
j'ai été soutenu par des parents qui m'ont toujours fait confiance. Tout à fait. Oui. Tout à fait. On m'ont fait confiance parce que il faut respecter ses parents. Même si ce sont des lépreux ou des aveugles, il te dit attention, il faut suivre ce qu'ils ont dit. Oui, Tout à fait. comme ça. Tout à fait, papa. Donc, D'accord, papa. Merci beaucoup, papa. Et c'était un plaisir. Voilà. Je te souhaite une très bonne et heureuse année 2026. Que le Seigneur t'accorde beaucoup de santé. Merci. Afin que tu puisses être solide comme tu l'es. Oui. Aller à ton petit travail, prendre tes médicaments. Oui. Continue l'œuvre que le Dieu a prévu pour toi sur terre. Vraiment. De rien. On a beaucoup dialogué et c'était une conversation enrichissante. Merci beaucoup, papa. Oui. Merci beaucoup. De rien. Ok, c'est bon.